Ce bruit, sinon peut-être qu'ils sont trop près. Bonjour à tous, ravie de pouvoir aujourd'hui vous parler de NFT, donc merci à tous d'être venus. L'idée aujourd'hui c'est eh bien de vous parler des NFT, donc pourquoi les NFT existent, qu'est-ce que cette technologie peut apporter, quelles sont ses limites. Voilà, on va essayer de faire un tour d'horizon. L'idée c'est que ce soit interactif, donc n'hésitez pas à nous couper, à nous poser toutes vos questions. Si on ne sait pas y répondre, on vous le dira en toute transparence, mais n'hésitez pas en tout cas à nous couper. Et peut-être pour commencer, on va se présenter. Pour ma part, je m'appelle Laurie. Je suis la cofondatrice d'ArtPoint. Donc ArtPoint, une start-up spécialisée dans l'art numérique depuis un peu plus de 2 ans maintenant. On expose des œuvres d'art digital dans des lieux de vie tels que des hôtels, des bureaux, des espaces retail. Et donc, évidemment, les NFT ont été pour nous une merveilleuse source d'opportunités. C'est pourquoi aujourd'hui, on vient vous parler de ce sujet. Et moi, je suis Vienna, je suis la responsable artistique d'ArtPoint. C'est moi qui m'occupe de toutes les relations avec des artistes pour animer la communauté d'artistes. Et donc, avant de nous lancer, on voulait juste faire un petit sondage dans la salle. Alors, qui ici a déjà acheté un NFT? Okay. Qui prévoit d'en acheter éventuellement en 2022? Et qui peut-être a déjà un peu une vague idée de ce qu'est un NFT D'accord, donc il y a en tout cas un intérêt pour la techno. Bon, c'est top. D'abord, ce qu'on souhaitait un petit peu vous transmettre, c'était pourquoi les NFT? Pourquoi la technologie des NFT fait autant de bruit notamment depuis début 2021. Eh bien, pour vous parler en tout cas de ce qui nous concerne, ArtPoint, nous, chez ArtPoint, ça fait bientôt 3 ans qu'on est spécialisé dans l'art numérique. Et c'est vrai que très vite, on s'est rendu compte que l'art digital peinait à prendre sa place sur le marché de l'art, notamment parce que se posaient tout un tas de questions liées notamment à la rareté et à la duplicabilité des œuvres. Donc finalement, les NFT ont pu apporter une réponse à ce problème. Donc pour vous expliquer un petit peu... Lorsqu'on s'est lancé donc en 2018, on a été assez frappé de voir que l'art numérique était loin d'être nouveau. Donc l'art numérique, pour information, ça remonte aux années 50. Donc ça s'est développé en même temps que les premiers ordinateurs. Donc c'est loin d'être récent, on va dire. Pourtant, on s'est rendu compte en 2018 que c'était encore très en marge sur le marché de l'art. Ça veut dire que c'était assez sous-représenté dans les principales institutions, dans les musées. C'était également sous-représenté dans les galeries. Il y avait très très peu de galeries spécialisées dans l'art numérique à l'époque. Également sous-représenté dans les collections des collectionneurs. Donc les collectionneurs, à l'époque, étaient encore très frileux de collectionner de l'art numérique. Et ça, pour nous, ça s'expliquait par le simple fait que le marché de l'art avait toujours... Alors du coup, c'est pourquoi la... Bon, vous pouvez la remettre en plein écran. Ah oui, d'accord, pas trop. Ça s'était expliqué par le fait que le marché de l'art avait toujours reposé sur une notion de rareté. En fait, le marché de l'art, c'est un marché qui est très particulier, où la notion de valeur est centrale. Bref, ne lisez pas ce qui est écrit sur la présentation. Voilà, parfait, merci. Donc sur le marché de l'art, la notion de valeur est centrale puisque par principe, l'art est un bien qui peut être amené à prendre de la valeur. Et ça, c'est une notion qui a toujours été centrale à la fois pour le collectionneur, pour l'artiste. De tout temps, l'art en fait le marché de l'art est un commerce d'objets.
Donc, c'est par définition en fait un espace où s'échangent des biens matériels entre des acteurs que sont les marchands, les collectionneurs, les artistes. Et donc, avec l'art numérique, eh bien, le fait que la matérialité tombe et que l'œuvre devienne eh bien, un fichier, quelque chose de complètement intangible, ça a posé énormément de questions. Parce que très vite, le collectionneur s'est dit, bah, finalement, qu'est-ce que je possède si l'œuvre n'est qu'un fichier moi, finalement, en tant que collectionneur, j'ai rien. Donc déjà, ça, c'était un premier problème. Ensuite, la notion de rareté a toujours également été très centrale, puisque finalement, c'est sur un marché à offre rigide et à faible du coup proposition que va vraiment se déterminer la valeur. Donc quid d'œuvres d'art finalement qui sont par nature réplicables à l'infini? Comment on peut espérer générer une valeur sur un actif qui est duplicable? Donc c'est à la fois une question pour un motif financier, puisque le collectionneur espère potentiellement que son œuvre prenne de la valeur. Et c'est également une question pour des notions de prestige, puisque finalement, les personnes aiment également posséder les œuvres parce qu'elles savent en être les détenteurs. Donc il y a le côté financier et il y a le côté prestige. C'est ce qu'on voit dès le Moyen-Âge avec les collections en fait, du roi, qui était un vrai synonyme de prestige du roi et même de toute une nation, le fait qu'il en soit le possesseur. Donc, une fois de plus, comment prouver eh bien, que cet actif numérique est bien le mien si je vais chercher justement ce côté ostentation. Donc ça, c'est voilà, vraiment des motifs en fait, qui étaient inhérents sur le marché de l'art et qui, de fait, éloignaient un petit peu l'art numérique des canaux de vente traditionnels, puisque les collectionneurs souhaitaient retrouver cette rareté qui leur permet d'espérer faire potentiellement une plus-value sur leur œuvre, ou en tout cas de pouvoir dire « je suis le détenteur de cette œuvre ». Et c'est du coup à ce moment-là qu'interviennent les NFT, où cette fois-ci, eh bien, ce qui est assez magique avec les NFT, c'est qu'on va pouvoir eh bien, recréer les mêmes logiques qu'on avait auparavant sur le marché de l'art plus traditionnel pour des actifs immatériels, puisqu'on va pouvoir à nouveau déterminer à qui détient plutôt la propriété d'une œuvre et recréer de la rareté sur des actifs duplicables. Donc cette fois-ci, peut-être on peut mettre la petite vidéo en guise d'intro. Ou est-ce que vous avez déjà des questions ici sur les débuts peut-être du marché de l'art ou pourquoi justement les œuvres d'art numérique étaient un petit peu éloignées du marché de l'art plus traditionnel jusqu'ici? Déjà sur cette partie, si vous avez des questions ou autres. De Mike Winkelmann, Beeple, de son nom d'artiste. J'ai fait une image pour chacun des 5000 jours. Ça, c'est la première dans le coin en haut. Et en bas ici, on a la dernière que j'ai terminée un peu plus tôt ce mois-ci. La dernière image, la voici. Des personnages réels et fictifs, facilement reconnaissables, malgré leur accoutrement. L'excentricité n'est pas la seule originalité de l'œuvre. Elle est 100% numérique, c'est en fait un fichier. Et pour en garantir son authenticité et sa traçabilité, la technologie dite de la blockchain est utilisée. En clair, un registre public ultra sécurisé de qui détient quoi. Une nouvelle technologie qui monte en puissance. Personne ne peut prédire l'avenir, mais le champ des possibles est énorme. Et ça démarre vraiment, cette boule de neige, vers quelque chose de beaucoup plus grand. C'est grâce à cette technologie que l'œuvre a été vendue aux enchères, et pas n'importe laquelle, Christie's. Le prix donne le vertige, 69 300 000 $, un record pour une œuvre entièrement numérique. Il y a encore 6 mois, l'artiste... Donc je ne sais pas qui avait entendu parler de cette vente du Beeple. C'est effectivement une vente qui a fait énormément de bruit et c'est notamment vraiment à partir de cette vente qu'on a pu observer tout d'un coup un engouement qui a été décuplé puisque
déjà nous, à l'époque, quand on s'est lancé, la blockchain permettait déjà de tokeniser des œuvres. Donc on parlait plus de tokenisation que de NFT. Mais du coup, la technologie existait depuis 2017 et c'est vraiment en 2021 que les volumes de transactions ont été complètement décuplés, et notamment avec cette vente, puisque déjà l'institution Christie's et puis le montant a fait énormément de bruit, donc ça a vraiment mis les NFT sous le feu des projecteurs médiatiques. Donc c'est en tout cas à cet événement-là que nous on retrace le début de l'effervescence NFT, qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui le mot NFT est plus populaire encore que le mot crypto et Bitcoin, par exemple, ce qui est quand même assez frappant, puisque aujourd'hui, il y a quand même encore plus d'usage sur les cryptos, mais les NFT sont dans tous les esprits, en tout cas. Il y a beaucoup d'effervescence autour de ça, et notamment liée à cette vente. Et du coup, pour vous donner une définition un petit peu plus générique, on va dire, du NFT, on peut les définir du coup comme des jetons non fungibles. Ce sont des certificats de propriété sur des objets numériques, donc par nature intangibles, qui sont enregistrés sur la blockchain. La blockchain étant un immense registre public, indépendant, décentralisé, donc indépendant de toute entreprise, de toute institution de contrôle. Donc finalement, les NFT utilisent la même technologie que crypto comme le Bitcoin, par exemple. Et ce qui se passe, c'est que l'acheteur qui va acheter un NFT va recevoir en fait un certificat qui lui indique que son objet numérique est bel et bien unique et qui lui appartient, qu'il en est le seul détenteur. Donc c'est une sorte de certificat d'authenticité infalsifiable et accessible à tous, donc avec un très gros degré de transparence. Ce qui est intéressant également avec les NFT, qu'on n'a pas forcément avec des ventes plus traditionnelles, par exemple. Qu'est-ce qui garantit le caractère infalsifiable du NFT? C'est un fichier, en fait. C'est un certificat électronique que je dois recevoir, donc c'est un fichier, déjà. Alors, en fait, il faut quand même distinguer le fichier de l'acte de propriété. Donc en fait, le NFT, ça va être un token qui va vous donner la propriété effectivement liée à un certain fichier. Ensuite, le fichier, où est-ce qu'il se trouve concrètement, ça c'est une autre question et ça dépend un petit peu des différentes plateformes. Mais ce qui vous assure le caractère infalsifiable, c'est vraiment la technologie blockchain et le fait que toutes les transactions en fait effectuées sur la blockchain sont classifiées sur un registre qui est indépendant, qui est décentralisé et qui est immuable. Vous avez en fait la blockchain qui est pensée comme un énorme registre comptable avec des nœuds qui sont connectés les uns entre les autres, et vous pouvez retracer tout l'historique de toutes les transactions. Et au-delà de ça, c'est un peu du coup un consensus, c'est-à-dire que tout le monde peut observer ce registre et donc aller vérifier que vous êtes bien le propriétaire du NFT, et c'est inscrit dans la blockchain que vous l'êtes. Donc, de fait, tout le monde approuve que cet actif qui est numérique et duplicable, finalement, il appartient bien à vous. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que avec des œuvres d'art traditionnelles, on n'a pas forcément tout l'historique de possession d'une œuvre. Donc, il y a des œuvres déjà qui ont été perdues. Il y a des œuvres aussi qu'on a récupérées qui sont avérées finalement être les œuvres de faussaires parce qu'on ne sait pas dans quelles mains elles étaient passées. Là, on a la possibilité de retracer toute la chaîne de propriété d'une œuvre. Et en plus de ça, de déterminer du coup à chaque étape et donc à chaque transaction des frais pour les artistes. Donc ça c'est également très intéressant et très nouveau. Ça s'appelle notamment les droits de suite, et donc on peut établir dans le smart contract le fait que l'artiste sur les prochaines ventes va obtenir par exemple 5, 10 voire 20% du prix de vente. Aujourd'hui, sur une œuvre d'art traditionnelle, potentiellement, vous alliez acheter au bon moment l'œuvre d'un artiste à 100 €. Vous alliez potentiellement la revendre un jour, qui sait, à 10 millions. L'artiste n'allait rien toucher. Là, on peut mettre en place les droits de suite et donc s'assurer que l'artiste, tout au long de la chaîne de valeur, déjà peut éventuellement connaître son collectionneur et, au-delà de ça, surtout avoir des revenus.
Non, alors c'est généralement ouvert. Sur la plupart des plateformes, je dirais que l'artiste peut définir ses propres droits de suite. Après, sur certaines plateformes, c'est imposé. Donc l'artiste peut avoir pour souhait de mettre des droits de suite élevés, mais après, en même temps, le collectionneur, lui, regarde aussi les droits de suite. Et du coup, généralement, les œuvres avec des droits de suite, par exemple, de plus de 10%, ça peut être aussi un frein. Donc voilà, en termes de best practice, je dirais que entre 5 et 10% généralement. Oui, la moyenne, c'est 10%. Après, en tant que collectionneur, vous pouvez aussi volontairement décider de regarder les œuvres avec des droits de suite élevés parce que vous souhaitez que l'artiste soit soutenu en majorité, ou au contraire vous dire quand je vais vouloir la revendre, j'ai envie de pouvoir accaparer une plus grande partie de la valeur. En tout cas, ça c'est une information que vous pouvez retrouver encore une fois de façon très transparente, puisque c'est l'avantage. Au niveau du marché, entre le comportement sur le marché de l'art traditionnel, des ventes et des achats et des reventes, et sur le NFT, est-ce que du coup ces droits de suite entraînent une modification du comportement des acheteurs? Est-ce que vous voyez par exemple des acheteurs qui achètent moins souvent? Pas forcément. Est-ce que ces données sont ne serait-ce qu'accessibles? Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, le collectionneur en art traditionnel est encore assez peu présent sur le marché des NFT. Il y en a bien sûr quelques-uns, mais c'est pas la majorité, donc c'est pas vraiment le comportement qu'on peut le plus observer. Je dirais que le collectionneur en art traditionnel, on peut le découper un peu en deux. Il y a les collectionneurs vraiment amateurs d'art qui mettent le soutien à l'art vraiment au premier plan et qui vont vraiment être dans l'achat coup de cœur. Ils vont avoir besoin de trouver une certaine résonance avec la démarche de l'artiste. Et puis il y a l'acheteur plus investisseur qui d'ailleurs n'expose même pas ses œuvres et qui cherche plus en fait à investir sur des artistes dont la cote va augmenter et donc pour lesquels ils vont pouvoir faire une plus-value. Donc j'imagine déjà que ça dépend un petit peu où ils se positionnent. Après, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a généralement un mix des deux, évidemment. Je sais pas si... Pour revenir sur le droit de suite, pour les œuvres traditionnelles, dans la loi française, il n'y a pas un droit de suite qui est fixé par la loi au-delà d'un certain seuil? Non, alors ça, il y a quelques pays dans le monde qui a pensé à établir les lois pour les droits de suite, mais en fait, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une structure dans laquelle il y a des droits de suite pour le marché de l'art traditionnel. Du coup, c'est vraiment une technologie, c'est vraiment une nouvelle technologie que la blockchain et les NFT vont vraiment mettre ce sujet en lumière. Donc, espérons que éventuellement dans la loi française, anglais, aux États-Unis, ça va commencer à être établi pour tous les artistes traditionnels aussi, mais aujourd'hui, il n'y a pas les lois en place. Donc les droits de suite qui existent aujourd'hui dans l'art traditionnel, parce que ça existe, peut-être Picasso, ils sont fixés par qui? Ils ne sont pas fixés par la loi, ils sont fixés par le contrat. Non, je ne parle pas des NFT là. Sur le marché de l'art plus... Vous avez rentré dans une galerie, avenue Matignon, vous achetez un Basquiat à 50 millions de dollars. Alors ça dépend parce que, par exemple, si l'artiste est vivant et si on va dans une galerie pour acheter une œuvre pour un artiste vivant et c'est le premier vente pour cette œuvre, il y a 50% qui est versé pour l'artiste et la galerie garde 50%. Mais après, si le collectionneur qui a acheté cette œuvre revend l'œuvre dans une maison d'enchères, il n'y a pas pour l'artiste vivant, non. Et surtout pour les artistes qui ne sont pas encore vivants, il n'y a rien non plus. Non. Parce qu'après, là, on parle par exemple du cas des galeries, mais vous pouvez être collectionneur et puis également revendre une œuvre déjà en dehors de ce cadre. Pour transférer la propriété, potentiellement, vous allez transférer tout simplement le certificat que vous avez, qui est signé de la main de l'artiste, alors que avec la technologie blockchain, tout ça, ça va se passer en fait justement sur la blockchain. Donc il n'y aura pas de transactions qui seraient non tracées. Après, est-ce que sur certaines transactions sur le marché de l'art plus traditionnel, il y a des
des frais qui reviennent par exemple à des ayants droit, peut-être, mais en tout cas, est-ce qu'on peut tout tracer, toutes les transactions? Ça, non. Un artiste contemporain, en fait, aujourd'hui, a avantage à tokeniser son œuvre d'art physique au moment de la création. Ce qui fait que ça va lui donner des droits de suite sur son œuvre réelle via le token, en fait. Alors, il y a également tout un tas d'artistes qui vont du coup créer des jumeaux numériques pour des œuvres plus traditionnelles et donc qui vont créer une peinture et puis derrière qui vont créer également le NFT et vendre les deux séparément ou en même temps. Il y a même des artistes après qui demandent à ce que le collectionneur choisisse entre les deux et l'autre version est détruite. Donc oui, il y a tout un tas d'usages à trouver aussi en apportant la technologie blockchain à des œuvres plus traditionnelles, notamment pour ces logiques-là, quoi. Il y a bien des NFT. Indissociable, le fichier numérique et l'œuvre physique sont indissociables dans le sens où le NFT pour moi c'est le certificat d'authenticité. Là vous êtes en train de dire qu'il peut les Ouais. dissocier. Et alors Ça peut être dissocié. Parfois, des artistes vont vendre l'objet physique et ils vont vendre un NFT qui, par exemple, va être en fait, la peinture numérisée puis animée. Et vraiment, ça va être deux objets distincts. Et parfois, ils peuvent décider de lier les deux. Donc là, il y a énormément d'usages de toute façon qui sont possibles. Ça offre beaucoup d'opportunités. Et il y a en tout cas déjà tous ces use cases-là, quoi. On peut imaginer que smart contract ne désigne que l'objet physique. Enfin, moi, je peux partager avec vous un exemple. Il y a une galerie à Paris qui est spécialisée dans l'art de l'Empire, Premier Empire, qui a vendu à l'automne dernier des objets de Napoléon, Cannes, enfin des objets. Et ils l'ont fait, ils ont organisé cette vente sous forme de NFT, mais à l'arrivée, les gens, le NFT sert, ce que j'ai compris, une certificat. Vous avez du coup l'objet numérique NFT, voilà. Non, mais il sert de certificat. Exactement. D'authenticité il sert de certificat de propriété et d'authenticité. Mais le NFT, de toute façon, n'est que ça. Oui, Que ce soit même pour un actif digital. Hein. Il désigne, il pointe sur l'objet physique. C'est pas un... Il n'y a pas eu, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas eu de migration. En tout cas, il n'y a pas eu un nouveau fichier, par exemple, un scan de la sculpture ou autre, mais il y a eu un NFT pour la propriété. C'est juste ce qui a été tokenisé, si vous voulez, je crois que ce que j'ai compris, c'est le certificat d'authenticité plus l'acte de plus l'équivalent de la facture. Complètement. C'est en fait le NFT de toute façon de base, c'est ça, c'est vraiment l'acte de propriété qui est mis à un moment sur la blockchain et donc que ce soit d'un actif digital ou sur un actif physique, ce n'est autre qu'un acte d'authenticité, un acte de propriété. Et effectivement, là, du coup, ce que je comprends pour cette vente, c'est qu'ils n'ont pas forcément souhaité avoir un autre objet digital en plus, ce que je comprends. Moi, j'avais une autre question, du coup. Vous dites que les artistes peuvent connaître leurs collectionneurs, parce que techniquement, ils ont l'adresse du collectionneur, donc l'adresse du wallet est transparente et disponible pour tous, mais dans les faits, il ne va pas connaître des caractéristiques de la personne morale ou la personne, le particulier ou l'entreprise, en gros. Est-ce qu'il est possible de contacter au moins le collectionneur en question? Est-ce que ça existe aujourd'hui? C'est un bon point et effectivement, autant la blockchain repose sur de la transparence, autant il y a aussi une vraie dimension d'anonymat puisque on peut du coup payer des œuvres sur des plateformes juste avec un portefeuille crypto comme MetaMask par exemple, sans avoir du coup à rentrer son email, ses coordonnées bancaires ou autres. Et donc il y a des gens qui jouent à fond le jeu de l'anonymat, notamment des gros collectionneurs aussi qui ont des intérêts peut-être financiers derrière et qui souhaitent pas que leur nom apparaisse ou autre. Donc dans les faits, vous pouvez avoir un nom par exemple sur les plateformes de collectionneurs très obscurs. Et quand on a demandé, nous par exemple, à nos artistes s'ils avaient eu beaucoup d'échanges avec leurs collectionneurs, c'était du plutôt non. Donc ils avaient assez peu échangé.
En revanche, il y a l'autre côté aussi qui est que le... Avec leur audience, peut-être, sur leurs réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile de communiquer sur Twitter. Oui, c'est ça. Après, ça ne peut pas être une... Les clients finaux, parce que, évidemment, vous ne connaissez que leur adresse Ethereum, donc pas communiquer avec eux, mais ces gens-là, généralement, ils ont communiqué une audience via les réseaux sociaux. Oui, c'est ça que je voulais dire, qu'en fait, même si c'est vrai qu'il y a les collectionneurs, ils peuvent rester anonymes, bien sûr, mais aussi la communauté NFT, c'est très, très grand et c'est très, très connecté. Donc, par exemple, s'il y a un collectionneur qui aime bien un artiste, ils peuvent bien sûr contacter l'artiste sur Twitter notamment, ou sur Discord, qui est l'autre plateforme qu'on utilise beaucoup dans les NFT, et on peut... se parler avec l'artiste, les autres collectionneurs. On peut rester anonyme, mais on peut toujours parler avec l'artiste et les autres collectionneurs sur Twitter, sur Discord. Donc ça ne peut pas être une démarche de l'artiste vers le collectionneur, à date. En fait, c'est pas possible. Moi, j'ai vraiment l'impression que dans les NFT, il y a beaucoup plus, de communication entre l'artiste et les collectionneurs. Que par exemple avec le marché de l'art traditionnel, parce que c'est vraiment privé, c'est des gens qui sont assez privés. Si on rencontre un artiste, c'est pendant un dîner privé par exemple, mais ici c'est vraiment pour tous les collectionneurs ou toutes les fans de l'artiste qui peuvent parler avec l'artiste et peuvent avoir une connexion avec l'artiste aussi. Donc même si ça reste anonyme parfois, souvent en fait, on peut avoir toujours cette communauté-là qui, moi, je pense que c'est un peu dans la démocratie comparé à la marché de l'art traditionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le mécanisme par lequel les artistes, dans le cas des NFT, vont pouvoir toucher les droits de suite lorsqu'il y a des transactions sur la blockchain, sans connaître du tout les acheteurs? Par quel mécanisme, en fait, ils sont... Du coup, pour ça, c'est la blockchain, en fait, c'est juste automatique. Du coup, oui, c'est dans le smart contract. Ouais. C'est dans le smart contract. Du coup, à chaque fois, il y a une vente, le paiement... La vente, ça vient exécution. Ouais. Et donc, ils sont rémunérés en crypto de la blockchain sur laquelle ça se trouve. Sur leur portefeuille. Exactement. Du coup, par exemple, ici, il est marqué dans le contrat que l'artiste a 10% pour les droits de suite. Dès que l'œuvre l'NFT est vendu, c'est direct en crypto, 10% dans le wallet de l'artiste. Excusez-moi, moi j'ai peut-être une question un peu bête, mais je me demandais, mais comment fait-on pour assurer son œuvre une fois qu'on a acheté via ce système? C'est des systèmes d'assurance classiques. Enfin, je veux dire, j'ai une œuvre d'art, je veux l'assurer parce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose. Et ça se passe comment? Alors déjà, il faut savoir que pour tout ce qui touche aux droits, à la fiscalité et encore plus à tout ce qui est assurance, il y a encore énormément de zones d'ombre. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore déterminées, qui sont en discussion aujourd'hui. On espère évidemment que la France se positionne en faveur des NFT, notamment pour l'art numérique. Mais il y a encore une zone d'ombre. On ne sait pas quel taux de TVA, par exemple, exactement appliqué pour des actifs numériques. On ne sait pas exactement quelle fiscalité s'applique. Donc, pour tout ce qui est assurance, par exemple, honnêtement, j'ai encore jamais eu des échanges là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... C'est inassurable parce que le risque... En fait, à partir du moment... Il faudrait prouver qu'on a mis toute la sécurité possible pour qu'un assureur accepte d'assurer un NFT. C'était ça ma question. Le hacking n'est pas possible en principe. Eh bien, justement, si. C'est-à-dire que, justement, on était par exemple récemment à une conférence sur les NFT à Lisbonne sur un talk sur la sécurité.
organisé forcément par Ledger. Donc, si vous souhaitez assurer vos NFT, on peut que vous recommander Ledger, qui va vraiment vous permettre d'apporter beaucoup de sécurité, notamment grâce à un petit hardware qui ressemble un peu à une clé USB, on va dire. Et les personnes qui participaient au panel étaient que des personnes dans le Web3. Donc, par exemple, Agoria, qui est à la fois artiste et collectionneur, et lui-même, un jour, a réussi à se faire hacker. Pourquoi ? Parce que, par manque de prudence, à un mauvais moment, il a signé un smart contract, et puis le lendemain, il s'est rendu compte que finalement, il s'était fait détourner de la crypto, des NFT. Donc, s'il faut être très vigilant. Et par exemple, avoir une clé Ledger permet du coup de s'assurer vraiment de pouvoir signer chaque transaction en live avec sa petite clé. Donc là, normalement, vous êtes plus sécurisé. Mais oui, pour tout ce qui est du coup des assurances, pour l'instant, c'est encore assez flou. Et juste par rapport un peu au cadre juridique, fiscal, c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on est assez en avance sur tout ce qui est NFT, blockchain, parce que on a un écosystème qui est hyper favorable avec des pionniers du Web3 comme Ledger, comme par exemple The Sandbox, qui est un des plus grands métaverses. On a les meilleurs artistes, on a énormément de plateformes engagées autour de l'art. C'est pourquoi, par exemple, dans un de ses récents discours, Emmanuel Macron a parlé de bâtir un métaverse européen. Donc, on sent quand même qu'il y a une volonté à ce que les leaders du Web3 et de la blockchain demain soient éventuellement français et pas des États-Unis ou d'Asie, comme c'est souvent le cas. Donc voilà, il faut y aller à fond pour ne pas se faire dépasser et pour faire émerger les licornes de demain. Et donc, juste pour donner quelques chiffres, le marché des NFT, donc en 2021, ça s'est valorisé à 18,5 milliards de dollars. Jefferies estime qu'en 2022, ça pourra atteindre 35 milliards de dollars et que ça pourrait dépasser 80 milliards de dollars d'ici 2025. Donc le secteur du NFT a vu son poids augmenter de pas moins de 21 350% en 2021. Donc c'est pour vous dire à quel point la croissance a été rapide et vraiment fulgurante. Pour vous donner quelques chiffres. Et même si on vous a beaucoup parlé d'art, eh bien en réalité, on doit quand même vous dire que les NFT ne s'appliquent pas qu'au monde de l'art. Et aujourd'hui, en pourcentage, on a 66% du marché des NFT qui est présenté par des collectibles. Donc, Vina va vous expliquer un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. 14% pour de l'art, 8% pour du gaming et 8% également pour le métaverse. Donc, le marché de l'art représente 14%, sachant qu'il y a quelques mois, il représentait 9%. Donc, l'art prend de plus en plus de place sur le marché des NFT, mais les applications sont bien plus vastes. Pour vous donner quelques exemples. Ouais. Est-ce que vous connaissez ces collections ? Alors, sur vos... C'est à gauche pour vous, là, c'est à gauche. Alors ça, c'était le NBA Top Shot. C'était un NFT créé avec notamment les NBA. Ça, c'était vendu pour... alors, un NFT dans cette série, c'était 2257 €. Après, il y a... je commence c'était Artefact, non ? Artefact au milieu. Vous direz que le collectible du milieu, vous l'estimez à combien ? Oui, alors... Oui, alors ils sont tous des collectibles en fait, mais du coup la différence entre les collectibles et l'art par exemple, c'est que avec ces NFT ici, ils sont souvent dans 10 000 copies de... Oui, alors pour Base Bored Ape Yacht Club, à votre droite, là par exemple, c'est utilisé comme un photo profil sur les réseaux sociaux par exemple. Du coup, il y a beaucoup des projets, collections comme ça, on s'appelle les PFP.
PFP, c'est très populaire. C'est plutôt les NFT comme ça qui prend 66% de la marché NFT. Mais vous voyez ici, il y a d'autres collaborations, par exemple avec les NFT, avec des marques de chaussures aussi, qui des collectionneurs NFT peuvent acheter aussi. Tout ce qui est wearable fait aussi partie des collectibles, donc des chaussures, des vêtements, des collectibles que vous pourrez porter peut-être demain dans le métaverse. Donc celui du milieu, par exemple, vous pensez pouvoir l'acheter aujourd'hui pour combien? Alors moi, j'aimerais savoir, on peut l'utiliser comment? Est-ce que la promesse est de dire vous pourrez utiliser ces sneakers dans tel métaverse? Bah, si on reprend du coup le State of NFT Market Report par exemple, ce qu'on voit c'est que les NFTs deviennent un usage pour recréer de nouvelles identités sous la forme d'avatars. Donc nos NFT sont comme des passeports numériques en fait, qui vont représenter à la fois notre appartenance à des communautés ou même tout simplement la personne qu'on va être dans des mondes numériques. Donc la promesse des collectibles demain, c'est que vous puissiez tous les utiliser dans le métaverse. Après, effectivement, est-ce que dans les faits, d'un point de vue technique, aujourd'hui, tout est interopérable? Pas forcément, parce que c'est aussi des questions de compatibilité de blockchain. Et donc, si vous achetez, par exemple, un wearable, une jolie paire de chaussures sur une blockchain Tezos et que vous créez un avatar dans un métaverse qui n'est pas compatible, eh bien là, vous ne pourrez pas forcément transférer votre asset numérique sur le métaverse. Mais c'est une sorte d'identité numérique. Vous pouvez nous parler de l'industrie du luxe, notamment les maroquiniers, genre Gucci, qui investissent le marché des NFT en guise de certificats d'authenticité ou autre. Ils achètent même des terrains dans le métavers, genre Sandbox ou les Centraland, je ne sais plus. Est-ce que vous pouvez... Oui, si ça vous va, on y vient juste un petit peu après, non pas trop longtemps. Bon, on va briser tout suspense sur le prix. 5 000. Quelqu'un a dit 5 000? C'est comme un chat là. Alors, pour Artefact, cet NFT-là a été vendu pour un moyen prix de 7 746 €. Voilà. Et on sait de quelle marque c'est une collaboration avec qui? Ça, c'est la collaboration Artefact. Alors, je sais plus, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il y a le lien en dessous, on pourra vous montrer après. C'était peut-être Adidas en fait. Je sais qu'Adidas, il a fait en collaboration pour les NFT. C'est peut-être ça en fait, avec Artefact. Mais on pourra ouvrir le lien après. J'ai un doute. C'est Nike qui a racheté... Oui, c'est Nike qui a racheté Artefact. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je ne sais pas si c'est un collectible qui... Là, en l'occurrence, on ne voit pas le logo, mais on pourra cliquer sur le lien après sur OpenSea et vous montrer en particulier cet asset-là. C'est un grand moment de NBA. Ah, alors là, les marques peuvent être créatives, clairement. Mais là, en l'occurrence, je crois pas. C'est vraiment purement digital. Et donc, on va vous présenter aussi quelques collections parmi les plus convoitées, on va dire, sur 2022. Vous reconnaissez un peu les collections ici? Ouais.
Oui. Ah oui, donc... quand même, Pas mal. Oui, Oui. bah, vous avez tout reconnu. J'ai l'impression qu'ils ont tous été cités. Donc effectivement, dans l'ordre, CryptoPunk, Bored Ape, Cool Cat, Doodle, World of Women. Alors sachant que celui-ci, c'est celui de Eva Longoria. Azuki, Moonbirds et Clonix. Donc voilà, ça fait partie du coup, des collections qui ont enregistré les plus gros volumes de vente en 2022. Donc le marché aujourd'hui tourne quand même beaucoup autour de ces actifs-là. Très certainement aussi pour le sentiment d'appartenance à une communauté que ça génère, et aussi parce que y a énormément de personnes qui ont envie d'investir dans le prochain gros projet, qui ont vu des personnes investir très tôt dans les CryptoPunks et dans les Bored Ape et faire d'énormes plus-values. Donc ils ont un peu en tête l'histoire de personnes qui ont pu s'acheter une maison grâce à leur NFT. Donc ça fait rêver beaucoup de personnes, on va dire. Alors là, vous avez justement les volumes sur les dernières 24 heures à gauche et all time à droite. Donc, ce qui a généré le plus de volume, vous le voyez, c'est Axie Infinity, donc c'est un jeu. Et ensuite vient CryptoPunk, Bored Ape. Il y a quand même Art Block pour la partie art, NBA Top Shot, etc. Et on retrouve du coup pas mal de collections qui ont été présentées plus haut. Et effectivement, il y a tout un tas d'autres use cases qu'on n'a pas encore cités, mais les NFT peuvent apporter une réponse à l'univers de l'événementiel, par exemple. Et il y a de plus en plus de tickets maintenant qui sont vendus sous forme de NFT. Et donc, vous achetez le ticket sous forme de NFT, vous avez un NFT sur votre wallet, vous avez certaines formes de droits comme des réductions ou alors un accès privilégié. Voilà, ça c'est un usage qui se développe énormément et qui permet de recréer cet aspect un petit peu communauté, membership. Vous avez des applications dans le domaine de la musique avec des startups comme Atlanticus, Audius ou encore Pianity qui vous permettent de financer également la musique et de à nouveau vous rapprocher de vos artistes préférés, d'appartenir à une sorte de fan club. Donc voilà, vous avez par exemple Booba qui a lancé ses NFT en 2021 et bien d'autres. Vous avez également tout ce qui va être digital document. Donc par exemple, il y a de plus en plus d'applications pour vérifier par exemple des diplômes. Donc vous avez une entreprise qui s'appelle BC Diploma et qui cherche à utiliser la blockchain pour vérifier les études. Donc si vous êtes une entreprise par exemple de conseil, très certainement que vous avez des services qui cherchent à vérifier que vous avez bien fait vos études à tel endroit. Tout ça, ça peut aussi être simplifié grâce à la blockchain. Digital collectibles, in-game items et effectivement les marques du luxe, je ne sais plus qui en parlait. Donc il y a beaucoup de marques qui lancent des actions. Ça va de Monoprix à Evian, en passant par effectivement Gucci. Très souvent, pour ces marques, aujourd'hui, c'est déjà un moyen de communiquer, de toucher une nouvelle audience, d'être à l'avant-garde sur certains sujets, et puis aussi d'aller chercher des usages qui sont simplifiés par la blockchain, comme cette notion de membership. Très souvent, il y a une action de, par exemple, s'associer à des artistes, parfois même des artistes femmes pour créer les NFT. Parfois, il y a un reversement qui va à une charity. Donc, ça s'inscrit quand même dans un projet souvent plus large de communication. Je peux poser une question sur le droit de suite. On n'est pas des spécialistes du droit de suite. Non, parce que vous allez voir la fin de ma question. Je viens de regarder la réglementation. Donc, en fait, il y a une directive européenne et puis il y a la loi française qui est dans la directive européenne. Donc, les œuvres d'art sont strictement encadré par le droit de suite, avec c'est 4% jusqu'à tel montant, puis ça baisse, etc. Et ça doit être appliqué dès que la vente a lieu par intermédiaire d'un professionnel, donc d'un galeriste, on va dire d'un marchand d'art, ou d'une salle de vente. Et ça s'applique à toutes les œuvres d'art. Donc est-ce que ça signifierait que les NFT dont vous parlez, qui sont liés à des œuvres d'art encapsulées dedans, on va dire ça comme
peut appeler ça comme ça, ne seraient pas considérées par les œuvres d'art par le droit français? Ah bah, pour l'instant, oui, c'est toute la question. Aujourd'hui, par exemple, dans le Code général des impôts, alors encore une fois, je ne suis pas juriste, en plus, c'est plutôt mon associé qui traite de tous ces sujets-là. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que dans le Code général des impôts, ce qui est important pour j'ai de questions de défiscalisation, TVA, etc., les œuvres d'art numériques ne sont pas citées. Donc vous avez une liste qui comprend par exemple la sculpture, la peinture, tout un tas de formes d'expression. Et l'art numérique, c'est encore dans une zone un peu d'ombre. Donc après, il y a également la notion d'artiste qui est importante et est définie comme un artiste toute personne qui crée vraiment avec une c'est empreint de la personnalité de l'artiste. Et donc, en ce sens, on peut essayer d'inclure l'art numérique dans la classification des œuvres d'art digitales. Mais par exemple, aujourd'hui, nous, on n'a jamais été à même de proposer de la défiscalisation à nos clients parce que justement, c'est pas encore assez reconnu par le droit français. Donc, il y a énormément de lobbying qui est fait dans ce sens-là. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui se réunissent pour essayer de faire passer des amendements, notamment sur les prochaines lois de finances, pour que l'art numérique soit vraiment qualifié comme tel et qu'on puisse avoir les mêmes avantages en termes de fiscalité. Mais, Avoir la TVA à 5,5. par exemple, la TVA à 5,5 et pas à 20, c'est sûr que c'est un avantage. Comme pour les photos, des limites limitées à 30 exemplaires, choses comme ça. Alors, surtout la TVA à 5,5. Et après, pour le nombre d'éditions, ça, c'est très libre. Et effectivement, ce qui peut du coup poser problème pour les actifs numériques, c'est qu'il y a énormément de réglementations. Donc très vite, en tant que plateforme, par exemple, vous êtes soumis à tout un tas de règlements, notamment des agréments de type PSAN. Donc vous devez vous tourner vers l'AMF pour obtenir des certificats pour exercer votre activité. Donc c'est quand même un cadre contractuel qui n'est pas forcément propice au développement de nouvelles activités. Et en plus, l'actif numérique, si je ne me trompe pas, c'est 20% de TVA. Donc forcément moins avantageux que 5,5. Alors que l'actif qui est derrière, c'est de l'art et la personne qui produit cet actif est bien un artiste. Donc, d'où notre souhait de faire évoluer les choses, surtout que le marché il est plus large que la France, donc il faut qu'on puisse être compétitif. En fait, à partir du moment où... Nous, par exemple, Artpoint, demain, on décide de vendre un NFT. Notre entreprise étant immatriculée en France, on est soumis à la fiscalité française. Donc, sur notre plateforme, on va devoir avoir le taux de TVA qui correspond à la réglementation. Donc, effectivement, on ne va pas être compétitif par rapport à une plateforme comme OpenSea, par exemple. Mais oui, les réglementations ne sont pas pareilles d'un pays à un autre. Oui. Alors ça, c'est autre chose, tout ce qui touche à la déclaration. La TVA, c'est vraiment la plateforme qui va l'imposer et qui va la récupérer et la reverser à l'État. Après, effectivement... alors sur OpenSea, je crois qu'il n'y a pas de TVA, mais ça, c'est parce que, pour le coup, c'est la réglementation américaine, donc c'est encore bien différent. Par exemple, en France, chaque... Là encore, tout dépend du système légal dans lequel vous vous trouvez. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui
par exemple, gardent leur NFT ou en tout cas vendent leur NFT puis rachètent des NFT parce qu'ils sont un petit peu perdus sur ce qui pourrait se passer s'ils encaissaient leur plus-value en crypto et ils préfèrent se sécuriser là-dessus. Nous, on a parlé par exemple avec beaucoup de collectionneurs qui ont énormément de NFT et qui ont un petit peu peur parfois de devoir payer des impôts parce qu'ils se disent ça serait complexe, mais encore une fois, il y a beaucoup de zones d'ombre là-dessus. Dans les faits, en France, vous êtes soumis à la TVA, même si vous vendez un actif numérique. Donc, normalement, vous devez appliquer quand même un taux de TVA et reverser... alors ça, j'aimerais, mais en tant qu'entreprise, pour travailler en ce moment avec des fiscalistes, malheureusement. Oui, voilà. Je pense que tout dépend si vous vous mettez du côté d'une entreprise qui vend des NFT ou du côté d'un collectionneur qui revend son NFT, où là, effectivement, quand ça sort pas, on va dire, il se passe pas grand-chose. Mais c'est très différent quand on est côté entreprise et qu'on veut lister ces NFT. Alors là, encore une fois, il y a des experts comptables sur toute la partie crypto qui sont très nouveaux, qui eux-mêmes n'ont pas la réponse à toutes ces questions, donc je pourrais pas vous aiguiller, mais c'est effectivement très flou. Mais il y a des experts comptables qui se spécialisent sur tous ces sujets et c'est très complexe pour toutes les raisons, même de variation, de cours, quand est-ce et à quel montant on enregistre les transactions et honnêtement, c'est pas simple. Peut-être pour vous faire un petit aperçu des différentes plateformes pour que vous puissiez voir où est-ce que vous pourriez par exemple acheter des NFT. Donc je ne sais pas si tu veux commenter un peu ces différentes plateformes. Ouais, du coup, bien sûr, pour commencer, il faut choisir son crypto. Du coup, c'est l'Ethereum, Onola, qui est le plus populaire. Il y a beaucoup des ventes et des reventes sur Ethereum et beaucoup plus de plateformes aussi. Chaque crypto-monnaie a ses bénéfices et des choses qui sont pas très bien, mais du coup, par exemple, pour Ethereum, parce que c'est le plus connu, c'est le plus populaire, il y a des plateformes comme déjà OpenSea, qui est le marketplace, la plus grande marketplace pour des NFT, qui on peut utiliser d'autres crypto-monnaies sur OpenSea aussi, mais c'est vraiment beaucoup d'Ethereum sur OpenSea. Alors, comme c'est un marketplace, n'importe quelle personne peut minter des NFT là. Donc, on n'a pas beaucoup de curation, on va dire. On peut vraiment trouver des œuvres d'art très moches et très belles en même temps. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres plateformes comme notamment SuperRare, LuxRare, Foundation au milieu là, qui travaillent avec... des galeristes ou des curateurs dans le marché de l'art, par exemple, pour vraiment choisir les artistes et les œuvres les plus belles, les plus importantes dans l'espace NFT. Après, vous avez Tezos, qui est connu comme le crypto-monnaie clean, donc c'est un peu plus éco-responsable. Il n'y a pas beaucoup de gas fees, sachant que des gas fees sur Ethereum, il faut payer des frais supplémentaires pour chaque action qu'on fait sur les plateformes NFT. Par exemple, si moi je veux acheter un NFT, il faut payer 20 € en plus en gas fees, juste pour avoir un NFT ou pour revendre un NFT, par exemple, il y a toujours des frais supplémentaires qui s'appellent des gas fees. Sur Tezos, il n'y a pas de gas fees, si j'ai bien compris. Où il y a ils sont faibles. Ouais, ils sont très faibles comparés à Ethereum. Oui. Ils sont faibles aussi.
on ne peut pas mettre toutes les plateformes et on ne met pas non plus d'ailleurs toutes les blockchains. Hein. Il y a aussi d'autres plateformes sur Polygon, par exemple. Il y a même une plateforme ou sûrement plusieurs sur Kusama. Des plateformes, il y en a énormément. Il me semble que la dernière estimation qu'on avait eue, c'était 20 000 plateformes. Donc bon, il y a de quoi faire, on va dire. Effectivement, ce qui peut les différencier, c'est déjà la blockchain et puis après le degré de curation. Je ne sais plus si on a mis Ah oui, non. On a mis plutôt les volumes de vente sur les différentes blockchains. Donc sur les dernières 24 heures, par exemple, vous pouvez voir que Ethereum est en première place. Et ensuite, vous avez Solana, Flow, Ronin. Donc, à savoir que Flow, par exemple, c'est la blockchain sur laquelle vous avez, par exemple, les NBA Top Shot qu'on vous montrait tout à l'heure. Ronin, c'est principalement le jeu Axie Infinity. Et donc, voilà, à côté, All Time, vous avez également donc, la plateforme Polygon. Donc, Polygon, vous avez des marketplaces comme Fumigène, Danae. Polygon est également présent sur OpenSea, sur Rarible, si je ne me trompe pas, je ne sais plus. En tout cas, sur OpenSea, vous avez Polygon. Voilà, un petit peu les plus grandes blockchains. Et ensuite, pour les plateformes, eh bien, tout dépend de ce que vous allez chercher. Tout dépend aussi des artistes, peut-être, ou des collections que vous allez préférer. Je ne sais pas si vous avez déjà un peu des préférences sur les plateformes, si vous avez déjà plus navigué sur certaines plateformes, ce qui a pu vous intéresser dans les parcours ou autres. Je ne sais pas si vous avez déjà des... Je pense qu'aussi, si vous êtes intéressé pour commencer vos collections NFT, la choix de crypto-monnaies et de plateformes, c'est assez important parce que, comme on a dit, Ethereum, c'est cher en fait. C'est cher d'acheter Ethereum. Mais en même temps, c'est le blockchain et OpenSea, c'est la marketplace où il y a vraiment beaucoup des gens qui vendent pour des prix immense. Il y a beaucoup des gens qui sont devenus riches grâce à des NFT sur Ethereum et OpenSea, par exemple. Mais pour commencer, par exemple, si vous voulez tester un peu le marché NFT, Tezos, il y a beaucoup de collectionneurs sur Tezos aussi, et c'est plutôt des collectionneurs qui veulent acheter des NFT par des vrais artistes numériques, par exemple, parce que là, on a parlé avec quelques collectionneurs Tezos, ils ont dit que, comparé à OpenSea, par exemple, la communauté d'artistes est beaucoup plus proche et c'est plus pour soutenir des artistes sur Object, sur Tezos, par exemple, et c'est moins cher. Et il y avait un peu plus des collectionneurs sur OpenSea, Foundation Super Rare, sur Ethereum, qui sont là pour des investissements, par exemple. Donc, pour acheter vos premiers NFT, par exemple, Object, pourquoi pas, que vous voyez du coup en bas à gauche. N'hésitez pas à noter le nom. Vous y trouverez effectivement des NFT abordables. Vous avez des NFT pour 4 Tezos, par exemple. Donc, ça reste très, très accessible. Sur Tezos. Tezos, c'est plus pour des NFT d'art. Du coup, pour vous, en fait, quand vous commencez à acheter des NFT, c'est important. Moi, je trouve que c'est important de savoir pourquoi vous achetez des NFT. Est-ce que c'est pour un investissement? Est-ce que c'est pour soutenir des artistes? Et comme ça, vous pouvez choisir la bonne crypto-monnaie et la bonne plateforme. Oui, on est d'accord. Il y a bien sûr toujours un peu de spéculation parce que c'est juste le monde des cryptos en fait. Mais par exemple, j'ai vu que le revente, par exemple, oui, la courbe est beaucoup moins dramatique. Par exemple, si vous voulez revendre votre NFT par un artiste, par exemple, s'il est vraiment connu, très très connu, bien sûr, vous pouvez vendre votre œuvre pour un bel prix, mais après, c'est vraiment les collectibles. Et c'est aussi pour ça que les collectibles comme des PFP
par exemple, prend 66% de la marché. C'est parce qu'en fait, pour beaucoup de gens dans l'espace, c'est pour l'investissement. Et pour ça, ils achètent des PFP et des collectibles sur OpenSea pour la plupart. Donc, c'est pour ça que je vous dis que faut juste savoir pourquoi vous le faites, pourquoi vous collectionnez. Est-ce que c'est pour l'art? Est-ce que c'est pour le gaming? Est-ce que c'est pour avoir beaucoup plus de monnaie? Toutes les raisons sont bonnes, mais c'est juste qu'il y a différentes plateformes et différents cryptos pour chaque qui sont meilleurs pour chaque raison. Mais de fait, effectivement, les collections CryptoPunk, Bored Ape qui ont été très connues et où beaucoup de personnes ont vu du coup à quel point on pouvait s'enrichir en investissant au bon moment dans des collections, fait qu'il y a eu énormément de spéculation sur ce type de projet NFT parce que les gens se sont dit j'ai envie vraiment d'investir dans le prochain Bored Ape Yacht Club et du coup les logiques vont souvent être un peu les mêmes où on a une équipe qui va monter une communauté, donc qui va essayer d'attirer un maximum de personnes sur Twitter, Discord, construire une roadmap et essayer vraiment d'embarquer le public dans une on va dire, dans une belle aventure. Et dans les NFT d'art, il y a peut-être moins cette forme d'urgence et ces codes de c'est lancé à tel moment et ensuite ça va durer tant de temps et si vous n'êtes pas là au bon moment, eh bien, ce sera trop tard. Il y a moins de hype, on va dire, et d'urgence et du coup, de fait, moins de spéculation, même s'il y en a quand même et de toute façon, il y en a aussi dans le marché de l'art. Donc, la valeur reste forcément importante, mais ce n'est pas exactement les mêmes logiques, on va dire. Mais justement, on en vient. Donc pourquoi les NFT ont parfois mauvaise presse, ou en tout cas, quelles sont les limites des NFT? Déjà, beaucoup critiquent la spéculation. Beaucoup estiment que c'est une bulle et qu'il y a beaucoup trop de valeur sur ce marché et que c'est parfois beaucoup trop décorrélé du monde réel. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, il y a un vrai enjeu écologique puisque les NFT reposent donc sur la technologie blockchain et donc à chaque fois qu'une transaction est réalisée, il y a beaucoup d'ordinateurs qui doivent réaliser des calculs, qui doivent parfois résoudre des équations mathématiques complexes et donc tout ça, ça dépense beaucoup d'énergie. Les ordinateurs, les fermes de minage sont parfois dans des fermes où tout est alimenté par exemple au charbon, donc il y a un impact assez négatif de la blockchain sur l'environnement. Et pour vous donner un petit ordre de grandeur, pour Ethereum, donc la plateforme sur laquelle sont échangés la plupart des NFT aujourd'hui, l'organisme de surveillance des technologies Digicomics estime qu'Ethereum utilise autant d'électricité que l'ensemble des Pays-Bas, avec une empreinte carbone comparable à celle de Singapour. Donc c'est quand même assez frappant. Après, j'ai échangé récemment avec un membre de Tezos. Lui m'expliquait qu'ils avaient réalisé un audit auprès de PwC et que la consommation de la blockchain Tezos était largement plus faible que celle d'Ethereum, sans aucune mesure. Donc voilà, déjà le choix de la blockchain peut pallier à cet effet. Ensuite, Ethereum travaille depuis quelques temps maintenant sur une migration de leur protocole. Donc, ils vont passer d'un protocole, en tout cas on l'espère, de Proof of Work vers Proof of Stake, ce qui va demander moins de puissance de calcul et donc demander moins de ressources et avoir un impact carbone plus faible. Donc ça, c'est pour pallier un petit peu à cette limite-là. Ensuite, il y a une vraie limite d'accessibilité, puisque on le voyait dans les précédents graphiques. Donc, par exemple, sur Ethereum, il n'y avait toujours que, entre guillemets, 15 000 bailleurs sur les dernières 24 heures et 1,2 million sur all-time. Donc, ça reste encore un public assez restreint. Et une des raisons, c'est le manque d'accessibilité de la technologie blockchain et le frein que ça peut représenter pour énormément de personnes, d'acheter de la crypto, de créer un wallet, de le connecter à une plateforme. Donc ça fait partie des limites.
Et ensuite, la sécurité, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Peut-être que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience, par exemple, à ce sujet, Vienna. Oui, et bah, du coup, moi, j'ai commencé à collectionner des NFT il y a 2 mois, je crois. Et déjà, dans ce peu de temps, dans 2 mois, j'ai rencontré qu'on s'appelle un rug pull en anglais. Il y a beaucoup des mots différents dans l'espace NFT. Et rug, c'est l'un des mots qu'on utilise pour des scams. Et du coup, on a aussi cette phrase « do your own research » dans les NFT, fait ses propres recherches. Ça, c'est très, très important d'ailleurs. C'est les bases, bien sûr, mais c'est, comme on a dit avec Agoria, par exemple, qui est un grand collectionneur des NFT, ça peut arriver qu'on signe un contrat avec son wallet et après, on a perdu nos NFT. Donc, de faire des recherches, c'est très important. Et on peut rechercher plusieurs fois quand on veut acheter un NFT d'art ou un NFT collectible, n'importe quel NFT. Du coup, premièrement, si vous êtes intéressé pour collectionner des œuvres d'art NFT, c'est important de savoir qui est l'artiste, bien sûr. S'il a un parcours dans le monde de l'art traditionnel, qui le suit sur les réseaux sociaux et tout ça, ça c'est un peu les bases de recherche, mais c'est important en fait. S'il a déjà fait quelques ventes sur des plateformes, c'est bien de voir parce que, comme on a dit, on peut voir toutes les transactions sur la blockchain, donc pourquoi pas voir si les ventes précédentes. Après, pour un projet, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est là, un projet collectible, je veux dire, c'est beaucoup plus difficile de faire ses propres recherches et surtout que c'est cette partie-là où il y a plus de spéculation. Du coup, pour moi, dans mon cas, j'ai trouvé un projet qui a célébré un peu la culture traditionnelle coréenne et que moi, je suis moitié coréenne. C'était vraiment, j'ai trouvé, il y avait cette connexion émotionnelle, les visuels, l'art pour le projet était très, très belle. Donc moi, j'étais vraiment dedans. Je l'ai suivi sur Twitter, j'ai rejoint le Discord. Et après une semaine, il y avait un peu de mystère dans le Discord. Ils ont dit, OK, ça c'est le roadmap, mais on va lancer le site après le premier mint, parce que moi j'étais OG, ça veut dire que j'étais l'un des premiers gens dans le projet, dans le collectionneur, et ça vient souvent avec des bénéfices, des avantages. Parfois des free, des NFT gratuits par exemple. Donc comme moi j'étais l'une des premières personnes dedans, ils ont dit OK, nous on va faire un premier mint avec nos premiers membres de ce projet. Après on va lancer le site. Après on va vous annoncer plus sur le roadmap et ce qu'on veut faire. Du coup déjà j'avais mes doutes, mais comme j'aimais beaucoup le projet, je voulais voir comment ça se passe. Finalement, il y avait quelqu'un qui est rentré dans le Discord, ils ont dit attention, c'est un rug. Ils ont pris les visuels d'un studio en Séoul. Tous les visuels, ils ont créé il y a 1 an. Du coup, moi, j'ai fait mes propres recherches. J'ai trouvé le site pour ce studio. J'ai bien vu que c'était tous les visuels qui ont été créés l'année dernière. Après, comme moi, je suis moitié coréenne, j'ai même contacté le studio pour leur demander est-ce que vous faites vraiment un projet NFT ? Ils m'ont dit non. Du coup, j'ai écrit dans le Discord. En fait, ils ont dit que c'est pas son projet en fait. Du coup, finalement, j'étais virée de la Discord et c'est comme ça que j'ai évité d'acheter des NFT de scam. Du coup, mais c'est vraiment, faut faire attention, faut faire ses propres recherches. Si il n'y a pas un site web, s'il n'y a pas un roadmap clair ou même s'il n'y a pas un white paper, c'est un document avec tout le projet, ce qu'il veut faire, le roadmap, qui est l'équipe. C'est vraiment important de voir qui est l'équipe aussi. C'est un autre mot qu'on utilise dans l'espace NFT. Est-ce que l'équipe est doxed ? Ça veut dire qu'il vient de les boîtes de tech assez connues ou c'est un artiste qui est connu, c'est les gens qui sont connus dans l'espace qui on peut faire confiance. Il faut voir vraiment ces 3 choses-là. Il faut voir qui est l'artiste, qui est l'équipe. Il faut voir dans le Discord, est-ce qu'il y a une belle communauté et les gens font confiance dans le projet. Et finalement, bien sûr, il faut faire ses recherches sur le white paper, le roadmap et le site web aussi.
Normalement, vous ne pourrez pas vous faire avoir après tout ça. Et pour vous donner un petit chiffre, on estime que 80% des NFT créés gratuitement sur OpenSea sont plagiés et sont donc des scams. Donc c'est effectivement un des avantages d'OpenSea, c'est que vous pouvez minter gratuitement, mais beaucoup en profitent et donc prennent des PNG, des vidéos qu'ils trouvent sympas sur Internet et prétendent en être les créateurs. Et donc vous achetez un NFT, vous pensez que vous achetez le NFT d'un artiste et finalement c'est un plagiat. Donc voilà, faire vraiment très attention. Donc voilà un petit peu pour les limites, mais ce qui est rassurant, c'est que Johan Kalpu, qui est le CMO de CryptoSlam, reste positif et il estime qu'effectivement il y a des challenges, notamment les scams, les fakes, tout ce qui est forgeries et bien sûr les bulles. Mais finalement, les NFT facilitent quand même un besoin profondément humain de propriété, de sentiment d'appartenance, d'unicité. Et ça, c'est pas prêt de disparaître. Donc, c'est une technologie de rupture qui apporte une réponse aux artistes qui cherchent à se vendre, au public qui cherche à développer une identité numérique, à soutenir des artistes NFT, à développer des collections. Donc, pour ça, c'est une technologie super intéressante. Mais on est encore sur un marché naissant. On est sur un marché qui se structure. On l'a vu, il y a encore énormément de questions sur des sujets juridiques, de fiscalité, des sujets comptables. Donc voilà, on est encore au début et les usages qui se sont développés aujourd'hui vont encore évoluer. Les personnes aussi qui achètent des NFT vont évoluer, on espère avec vous. Et on espère aussi pour le meilleur. Et c'est notamment pour ça que chez Artpoint, on veut vraiment remettre l'art au cœur de la démarche. On veut faire la promotion de bons artistes. Donc on veut assurer un fort degré de curation pour le public, pour que vous ne risquiez pas de tomber sur des scams. Et même au-delà de ça, pour que vous misiez sur des artistes qui ont une démarche authentiques et qui sont des artistes professionnels qui vont continuer de créer pendant les prochaines années. On est également très engagé dans la diffusion de l'art numérique parce que pour nous, c'est essentiel de recréer un lien entre le monde réel et le monde virtuel. Et la cote de l'artiste se joue aussi avec son historique, avec toutes les expositions qu'il fait par ailleurs dans le monde réel. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre si jamais vous trouvez que... Ah. Bon... Nos réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Artpoint Paris, artpoint.fr, Twitter, Artpoint Paris, LinkedIn. Voilà, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez être informé en avant-première sur nos prochaines ventes d'œuvres d'art NFT, des NFT que vous retrouverez par ailleurs dans vos hôtels préférés, vos bureaux préférés ou même vos centres préférés, n'hésitez pas à nous en faire part et on vous notifiera. On espère que ça vous a plu en tout cas.